Ok, bonsoir à tous. Comme nous nous sommes donné rendez-vous en journée, nous sommes le 12 novembre 2021. Nous nous sommes donné rendez-vous pour ce soir 19h pour échanger brièvement au sujet des tensions foncières qu'il y a au Cameroun. Donc, je vais laisser quelques secondes s'écouler. Ça va se faire assez brièvement. Nous aurons le temps de revenir en d'autres occasions sur cette question. Mais je vais laisser quelques secondes s'écouler pour que certains d'entre nous puissent se connecter et que nous puissions rapidement échanger à ce sujet. Une chose est déjà sûre, elle est constante. J'ai découvert dans les réseaux sociaux, un certain nombre d'interpellations qui étaient faites à mon adresse, à mon endroit, faites par des personnes qui étaient sous le coup de déguerpissement et qui m'appelaient à la rescousse pour que je puisse les soutenir. Et c'est ça qui m'a amené à prendre l'initiative de cet échange. Donc je laisse encore, disons, il est 19h04 heure du Cameroun, en ce 12 novembre. Donc on va encore laisser s'écouler quelques minutes, disons 2-3 minutes. Et c'est dans des initiatives comme celle-ci que parfois le temps peut être étrangement long. Parce que lorsqu'il faut accorder 2 minutes aux uns aux autres pour qu'ils se connectent, ben, il faut les meubler les 2 minutes. Et du coup, ça peut être étrangement long. Mais déjà, je dis bonsoir à tous ceux qui se connectent, tous ceux qui sont connectés. Je reconnais pas mal de compatriotes qui, souvent en ce type d'échange, se font plutôt assidus. Donc je les vois pour certains qui sont en train de se connecter. Il y en a qui me disent bonsoir, mais je peux me permettre, pendant que les autres arrivent, de les saluer. Je vois M. Abdias Founini qui me salue. Bonsoir M. Abdias Founini, bonsoir à tous les autres. Je voudrais aussi me rassurer que vous qui êtes autour de moi ici, que la connexion est bonne, que les images sont bonnes. Je crois qu'il y a un téléphone, ce sont les aléas du direct qui est en train de sonner, ça doit être le mien. Donc, bien vouloir me le donner déjà pour que je le neutralise, pour qu'il ne perturbe plus. Donc, je crois que nous allons commencer. Alors, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, puisque nous avons commencé hier, certains d'entre vous doivent être au courant, il y a eu aujourd'hui une plénière spéciale. Les plénières spéciales, ce sont ces moments où les députés se retrouvent, non pas pour voter une loi ou examiner une loi, mais parfois pour recevoir une communication spéciale qui est faite par un membre du gouvernement. Et aujourd'hui, en ce 12 novembre, nous y avons passé pratiquement 6 heures. D'ailleurs, j'ai découvert ce soir que c'était diffusé en direct par la chaîne publique, la CRTV Radio, ce que je ne savais pas et ce que beaucoup de mes collègues, j'en suis sûr, ne s'imaginaient pas. C'était une séance plénière spéciale qui avait pour objet la stratégie nationale pour le développement, la fameuse SND 30, qui a remplacé le DSCE. Et à cette occasion, j'ai pris la parole. L'objet de cet échange, si ce n'est pas cette stratégie-là, mais justement, en parcourant les documents qui nous ont été donnés et en écoutant le ministre de l'économie qui, à l'occasion, est venu présenter sommairement cette stratégie, il y a un engagement qui est pris par le gouvernement dans ce document, la stratégie nationale pour le développement, qui est celui
de procéder à la réforme foncière. Procéder à la réforme foncière. Réforme foncière qui, selon d'ailleurs leurs propres propos, et je suggère, parce que si vous regardez juste là, ce sont les aléas du direct, j'aurais même dû prendre ça, j'ai oublié. Si vous regardez là, il y a une petite sacoche blanche, juste derrière les livres là, avec des cordons. Amenez-la moi, parce que je crois que le document qui nous a été présenté par le ministre aujourd'hui est ici, parce qu'il vaut mieux que je restitue fidèlement ce qui nous était dit. Ben, je ne sais plus où je l'ai mis, peut-être c'est pas ici. Voilà. Si c'est là, ok. Et je crois que j'ai surligné la partie, voilà. Alors ça c'est le document qu'il fait, ça c'est l'exposé du ministre en lui-même. Et là-dedans, il dit que quant aux questions foncières, au-delà de la constitution des réserves pour l'installation des industries, en lien avec les outils de planification spatiale, notamment les schémas d'aménagement, excusez-moi, dans les plans de zonage, il s'agira de faire aboutir la question plus structurelle, vous pouvez ouvrir, hein, la question plus structurelle de la réforme foncière. L'objectif est de mieux clarifier et adapter les modalités d'accès à la terre pour les besoins d'industrialisation. Ainsi donc, le gouvernement même, dans l'optique de la stratégie nationale de développement, préconise l'aboutissement de la question plus structurelle de la réforme foncière, avec pour objectif de mieux clarifier et adapter les modalités d'accès à la terre pour les besoins d'industrialisation. Et j'ai pris la parole aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être suivi l'extrait, pour lui dire que je me félicitais de ce que lui-même reconnaisse qu'il y a nécessité de mieux clarifier. Et s'il y a nécessité de mieux clarifier, ça veut dire que nous sommes tous d'accord qu'il y a des zones d'ombre et il y a des zones floues. Et je n'ai pas manqué aujourd'hui de lui dire que j'étais convaincu, et beaucoup d'autres avec moi, au regard des tensions qu'ils sont observées ici et là, je lui ai dit que j'étais convaincu que la question foncière était celle qui prédisposait le Cameroun, si rien n'était fait urgemment, à une violente déflagration sociale. Je l'ai dit aujourd'hui au ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire, qui d'ailleurs, en toute sincérité, lui-même dans sa réponse, n'a pas manqué de reconnaître que c'était une question cruciale au Cameroun. J'ai préféré commencer par là, pour ce direct, pour dire ce que j'ai l'habitude de dire, donc redire ce que j'ai l'habitude de dire. Il faut rendre gratuit le titre foncier. Avant de revenir à cela, puisque c'est par là qu'on va sortir, je voudrais dire un mot à tous les compatriotes qui m'appellent à la rescousse. Et je leur dis, j'ai suivi vos cris, que j'ai d'ailleurs relayés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je les ai suivis et je vais venir à votre rescousse. Non pas en tant que Zorro sur un cheval, capable de faire je ne sais trop quoi, mais en tant qu'élu du peuple. Parce qu'un député, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, il est, comme le dit la Constitution, le député de la nation. Et en tant que député de la nation, je viendrai vers vous. Je viendrai vous écouter. Je viendrai intervenir auprès des autorités administratives qui vous somment ou qui vous menacent de vous déguerpir pour leur rappeler déjà les termes de la loi. Et s'il est nécessaire que j'apporte une assistance multiforme, je l'apporterai. Notamment l'assistance judiciaire. Parce que lorsqu'il y a violation flagrante de la loi par l'État, ben, il existe le contentieux dit administratif pour déjà pouvoir obtenir par exemple en urgence que le projet initié par l'administration
connaissent un sursis à exécution. Et même si ça a été mis en œuvre ou en exécution, obtenir réparation. Dans la foulée d'ailleurs de tout ce qui est en train de se passer ces jours-ci, notamment dans la ville de Douala, parce que c'est de là que viennent la plupart des tensions qui buzzent dans les réseaux sociaux, que ce soit en rapport avec la zone aéroportuaire où je suis déjà allé, que ce soit en rapport avec la zone portuaire, que ce soit en rapport avec d'autres zones où semble-t-il des bâtisses doivent être faites, des bâtisses privées doivent être faites et que des gens ont obtenu soit des titres fonciers, soit des concessions pour pouvoir le faire. Je voudrais dire que pour tous ces cas, on observe beaucoup de violations. Et que moi, je suis donc disposé en tant que député de la nation, mes collègues avec moi, d'ailleurs du PCRN, et même d'autres partis d'opposition. Récemment, j'ai échangé avec l'honorable Ndjemeni Benilde, qui est député SDF du Mungo, et il m'a dit, on s'est croisé fortuitement à Douala, justement sur le terrain, il m'a dit que lui aussi avait été saisi par les populations. Eh bien, il me suggérait que nous constituions un tandem et que nous associons même d'autres élus, d'autres partis politiques qui sont sensibles à cette question. Donc, sur cette question, je l'avais dit une fois quand j'étais de passage à Douala, lorsque j'avais trouvé que la zone de Dakar, face à l'aéroport, était en pleine démolition. Je rentrais donc voyage à l'étranger et puis instinctivement, j'ai rejoint les populations et je suis allé vers les autorités pour m'enquérir de la situation. Je l'avais dit à cette occasion que pour moi, on ne fait pas de la politique politicienne sur la détresse des citoyens. Donc sur cette question, il ne s'agit pas de vendre le PCRN ou ma personne ou quoi que ce soit. Je le fais en tant que député de la nation et je suis disposé à me joindre avec tout autre député de la nation ou toute autre force vive de la nation qui pense qu'on peut travailler. Et c'est pour ça que je salue par exemple la disposition de maître René Roger Bébé, par exemple, qui m'a dit que lui, en tant qu'avocat, il était disposé à m'accompagner pour que nous puissions assister, aider les victimes de ces abus en justice. Donc, on a commencé à le faire, c'est en cours au niveau de Dakar. J'ai commencé à travailler avec ceux, je pense à M. Roland Guy, ceux qui sont concernés par la zone portuaire. Nous allons continuer à le faire ce qu'on peut pour assister les uns et les autres. Et je voudrais encore à ce titre ou à ce niveau-là apporter des précisions. En zone urbaine, vous assistez ici ou là à des démolitions. Que dit la loi? Il y a une loi de 2004 qui porte sur l'urbanisme au Cameroun. Cette loi de 2004 a un décret d'application, signé, je crois, du Premier ministre du 23 avril 2008, portant organisation des procédures et modalités de l'aménagement foncier. Et vous découvrez dans cette loi de 2008 que, notamment dans des zones urbaines, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle la restructuration urbaine ou alors la rénovation urbaine. La restructuration urbaine, quand ça émane de l'État, notamment du ministère de l'Urbanisme, ou alors la rénovation urbaine, lorsque ça émane des collectivités territoriales décentralisées telles que la commune, qui peuvent donc décider de casser pour reconstruire, ou de casser parce qu'ils trouvent que la zone construite est dangereuse ou anarchiquement construite. Cette loi, c'est un règlement, mais disons loi parce que c'est le terme générique qui est consacré même par les juristes. Il est bien dit à l'article 6 que, je cite, « Dans le cas d'un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l'État, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier. Dans le cas d'un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l'État, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier. Restructuration ou rénovation urbaine émanant de l'État.
il faut qu'il y ait un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier. C'est un décret d'application. Et ce que j'ai trouvé à Douala était absolument aberrant. Parce que je me souviens ce jour-là, être allé à la rencontre du préfet qui diligentait les casses. Et je lui ai demandé sur le fondement de quoi il était en train de le faire. Et il m'a dit, moi, je suis en train d'agir sur le fondement de la loi du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété domaniale. Mais lorsque je me suis renseigné auprès des populations, celles-ci me disaient que elles avaient reçu mise en demeure de déguerpir très exactement 2 jours avant. 2 jours avant. Vous me direz que le règlement en matière de hiérarchie des normes n'est pas au-dessus de la loi. D'accord? Parce que justement, la loi du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété domaniale, que cette propriété d'ailleurs soit privée ou publique, et qui précise d'ailleurs, en ce qui concerne la propriété domaniale publique, que lorsque les occupants irréguliers ont été mis en demeure de partir, le préfet peut justement démolir. Et vous verrez donc que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est que la plupart du temps, ceux qui veulent occuper le terrain irrégulièrement occupé, pouvons le dire comme ça, c'est-à-dire lorsque, comme ça a été le cas au niveau de l'aéroport, l'autorité aéronautique veut enlever les populations, elle n'assume pas. C'est-à-dire qu'elle ne viendra jamais elle-même dire qu'elle veut procéder à une restructuration ou à une rénovation urbaine. Vous allez bien comprendre pourquoi je le dis, parce que s'ils viennent comme étant ceux qui veulent faire la restructuration, ils doivent procéder selon le canevas qui est prévu par le décret de 2008 qui régit l'aménagement foncier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne viennent jamais. Ils ne se prononcent jamais. C'est pour ça que la plupart du temps, les populations sont même cassées, démolies, sans savoir exactement qui en est le donneur d'ordre. Parce que tous se réfugient derrière la loi de 1980, que j'ai citée tout à l'heure. Ils saisissent donc le préfet et envoient le préfet devant, pour dire les choses prosaïquement, que lui, il vient et dit aux populations, vous devez partir, et les met en demeure. Sauf que la loi de 80, dont je parle, du 14 juillet 1980, elle-même précise que les populations doivent être mises en demeure 30 jours au moins avant. Dans le cas de Dakar, où j'étais, la mise en demeure était intervenue 2 jours francs avant, en violation de la loi de 80. Mais je ne m'arrête même pas à la loi de 80. Cette loi de 80 a elle-même un décret d'application qui date de 1984. Ce décret d'application qui date de 1984 dit que dès sa publication, les autorités administratives devaient procéder à l'identification des terrains irrégulièrement occupés et que les préfets devaient mettre en place dans les villages et dans les quartiers les comités de surveillance de ces terrains de l'État qui pourraient ou qui étaient irrégulièrement occupés. Et que ce sont ces commissions de surveillance et de contrôle de ces espaces fonciers qui devaient donc, dès signature de ce décret de 1984, commencer à dire aux populations qu'elles occupent irrégulièrement et qu'elles devaient partir. Cela n'a jamais été fait. Ces comités, personne ne les voit jamais. Les préfets ne les mettent même plus jamais en place. Je vous parle de la même loi. Mais dans cette république, on ne se souvient d'une loi que lorsqu'il faut piétiner, que lorsqu'il faut écraser, que lorsqu'il faut casser sans ménagement. Là, l'État existe. Voilà l'État du Cameroun que je fustige depuis mon entrée en politique, que je décris tous les jours. L'État est un consensus.
L'État n'est pas un monstre. Non. Je ne suis pas de ceux qui disent que l'État n'est qu'un monstre. L'État a le monopole de la violence légitime. C'est incontestable. Mais l'État même est assujetti à la règle de droit. Un État de droit, c'est un État où règne le droit et la justice. L'État lui-même est assujetti à la règle de droit. Et lorsque la règle de droit donne une méthode, l'État lui-même est assujetti à cette méthode. Il ne peut donc pas se soustraire à cette méthode, mais procéder quand même à la violence au seul motif que lui, il a le monopole de la violence légitime. Non. 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 Surtout que dans le cas de Dakar, je l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, je cherche toujours les titres fonciers dont se prévaut l'autorité aéronautique. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Moi, je dis à l'État du Cameroun, j'irai à Douala bientôt parce que j'ai été appelé. J'ai demandé à mes responsables locaux de me faire un point, d'aller vers les populations parce que j'apprends que des gens vont être déguerpis parce qu'il faut construire un immeuble ou un hôtel ou quelque chose comme ça. Cela participe donc certainement soit de la restructuration, soit de la rénovation urbaine. Maintenant, il faut voir comment celui qui se prévaut de propriété aujourd'hui a obtenu le titre foncier. Est-ce que c'est une concession? Est-ce que c'est un titre privé? Je vais voir. Parce que quand j'évoque la concession, et c'est curieux, hier, j'ai découvert aujourd'hui que hier, 11 novembre, le ministre des Domaines a annulé dans le Mungo une dizaine de titres fonciers au motif d'ordre public. Des titres fonciers réguliers, hein. Il les a annulés. Le motif qu'il donne, c'est que celui qui les a acquis a procédé par l'immatriculation directe alors qu'il aurait dû procéder par la concession. Alors la question qu'on se pose est, comment quelqu'un a-t-il pu obtenir titre de propriété sur un terrain en violation de la loi? Ça veut donc dire que ceux qui sont garants de la loi, c'est-à-dire certaines personnes dans l'administration, sont les violateurs de cette loi. Je ne reviendrai pas sur la procédure d'immatriculation au Cameroun. Vous vous souvenez, j'ai eu une sortie récemment à l'Assemblée nationale où je m'adressais au ministre des Domaines. D'ailleurs, je me souviens ce jour-là avoir été coupé. Où je lui disais que j'étais convaincu que la corruption qu'il y a dans ce ministère et les préjudices qu'elle engendre ne peuvent avoir pour comparaison que l'enfer. Je crois qu'il n'y a qu'en enfer qu'on peut trouver une telle injustice et de tels préjudices. C'est incroyable ce qu'il y a dans ce ministère. C'est incroyable comme ça peut être difficile d'immatriculer le terrain au Cameroun. En fait, c'est hors de portée de beaucoup d'entre nous. Moi, je dis ceci, et je vous ai dit que je ne serai pas long. Parce que ceux qui m'ont appelé à la rescousse, je l'ai déjà dit, j'irai à leur rescousse. J'en ai profité pour montrer parfois comment les lois elles-mêmes, elles sont violées par ceux qui sont censés en être les garants. J'aimerais, pour réchauffer ou remettre au goût du jour, une proposition que j'ai faite depuis 2018. Celle de la gratuité du titre foncier. Aujourd'hui même, j'ai fait un tweet où je disais, dans la conclusion, si vous privez quelqu'un de la propriété coutumière de la terre, vous lui enlevez la vie. Je suis juriste de formation. On m'a appris à l'école les différentes sources du droit. La loi, la jurisprudence, l'ensemble des décisions de justice, la doctrine, les écrits des grands maîtres, les principes généraux de droit, les traités entre États, entre autres. Mais l'une des sources du droit que j'ai apprise, c'est la coutume. La coutume est une source de droit. C'est-à-dire que un ensemble de comportements répétés
un ensemble de choses répétées de génération en génération deviennent une règle de droit. C'est pour ça qu'on dit que la coutume est une source de droit. Alors, si la coutume est une source de droit, ça veut dire, mutatis mutandis, que la propriété coutumière est une source du droit de propriété. Si mes aïeux ont obtenu, par des mécanismes que j'ignore, je n'étais pas là, il y a 500 ans, 1000 hectares de terrain. Ils les ont laissés à mon arrière-arrière-grand-père, qui les a laissés à mon arrière-grand-père, qui les a laissés à mon grand-père, qui lui-même les a laissés à mon père, qui lui-même s'apprête à me les laisser. C'est ça la coutume. Cette propriété-là est coutumière. C'est pour cela que je dis que le droit positif que nous fabriquons là à l'Assemblée nationale, qui est consigné, qui est codifié, c'est-à-dire contenu dans des codes, ce droit positif, s'il veut être en adéquation avec la société qui le régit, doit reconnaître cette propriété coutumière. J'explique cela brièvement d'ailleurs dans l'ouvrage à paraître bientôt, que certains d'entre vous sont déjà en train de lire, ceux qui l'ont précommandé, le fédéralisme communautaire. Je dis là-dedans que la décentralisation dont nous parlons doit arriver à la propriété communautaire, propriété foncière communautaire. Cela n'a d'ailleurs rien d'étrange. Vous savez déjà, certains d'entre vous, qu'il existe ce qu'on appelle la forêt communautaire. La forêt communautaire. Parce que j'entends des gens qui disent des choses sur la communauté. Ben, je leur rappelle que la communauté au Cameroun est déjà devenue un sujet de droit, puisque la communauté peut revendiquer la propriété d'une forêt et en obtenir le titre de propriété, et se constituer et gérer cette forêt à sa guise. Ça veut dire que la communauté est déjà un sujet de droit. Alors, si elle peut avoir une propriété forestière, elle peut aussi avoir propriété sur la terre où pousse la forêt. Il me semble que c'est logique. Ça coule de source. Je ne sais par quelle alchimie, au moment où nous sommes arrivés aux indépendances, on s'est senti obligé de prendre la législation foncière du pays qui nous avait colonisés et de la plâtrer au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est une législation qui vise à dépouiller les gens de tout ce qu'ils ont. Parce que cette loi a donc créé ce qu'on appelle le domaine national. C'est-à-dire que dès qu'il y a une terre, un morceau de terre quelque part, et que personne n'a de titre foncier là-dessus, ça veut dire que c'est le domaine national. En d'autres termes, beaucoup d'entre vous qui êtes en train de me regarder et qui se prévalent d'être propriétaires d'hectares et d'hectares de forêt dans leur village, détrompez-vous. Au regard de la loi foncière au Cameroun, vous n'êtes propriétaire de rien. C'est par pitié que vous êtes là où vos aïeux vous ont laissé, là où vos ancêtres sont enterrés. Vous êtes donc là par pitié au regard de cette loi. Parce que à tout moment, le vrai propriétaire qui est donc l'État, lui peut décider d'octroyer cet endroit à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la concession. Donc, l'État peut décider de concéder. Comme ce que j'ai lu tout à l'heure concernant le plan, la stratégie nationale de développement. C'est-à-dire que comme on veut rentrer dans l'industrialisation et que le secteur agricole est un secteur industrieux, l'État peut donc décider d'octroyer à M. Boubakari Massardine, je le cite, M. le SG du PCRN parce qu'il est assis en face de moi, parce qu'il a de l'argent et qu'il a donc pu trouver même des partenaires, lui, brésiliens ou je ne sais où, l'État peut donc lui donner en concession mes terres que j'ai au village, sans m'en informer, sans me demander mon avis,
C'est-à-dire que pendant que je suis assis ici avec vous, des gens s'asseyent dans un bureau là-bas au ministère, dessinent dans un ordinateur, localisent même mon village et le donnent en concession parfois pour 100 ans à M. Boubakari Massardine, qui sera donc parti sur Sokoula de son Gaoundéré où il réside, et avec ses partenaires qui seraient allés chercher en Australie, ils vont débarquer chez moi, ils vont me dire, écoute, il faut partir. Pour aller où? Pour vivre comment? Pour vivre de quoi? Pourquoi on peut continuer à préserver une loi foncièrement mortifère, porteuse même de sous-développement? Parce que figurez-vous que même dans l'hypothèse où à faible, sans moyens et écrasé par la puissance publique, M. Boubakari Massardine s'installerait donc. Que me resterait-il à faire? À supposer que si je suis d'une culture où on apprend quelques tours de sorcellerie, vous vous doutez bien que la seule chose qui me resterait à faire, c'est d'appliquer la sorcellerie. Si je peux invoquer mes ancêtres qui sont enterrés là, pour qu'ils brûlent cette terre et que les champs que M. Boubakari va faire dessus ne poussent jamais et ne germent jamais, je vais le faire. Si je peux me cacher derrière un arbre avec un fusil et tirer sur le premier qui pointe son nez, je vais le faire. Parce que après ça, je n'ai rien d'autre. Je n'ai plus rien d'autre. Récemment, j'étais dans la Damawa, j'ai trouvé ce problème. Je ne dis pas que le Cameroun ne doit pas se développer. Non. Je ne le dis pas. Je dis simplement que le Cameroun doit se développer en tenant compte de la réalité communautaire. Parce que le Cameroun n'existe pas sans son ancrage. Comment voulez-vous développer le Cameroun en appauvrissant les Camerounais, en tuant les Camerounais? Ça n'a pas de sens. Donc je dis bien ceci. L'État a le droit de dire aux gens, partez, je veux faire des choses. Ça s'appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si l'État décide un matin de casser ma maison et d'y implanter un hôpital, mais l'hôpital c'est une cause d'utilité publique. Mais en ce moment-là, l'État doit me dédommager. C'est pour ça qu'on fait une différence en droit entre le déguerpissement et l'expropriation. Vous voyez bien que dans expropriation, il y a appropriation. C'est-à-dire que vous étiez déjà propriétaire et on vous enlève la propriété. Alors que dans le déguerpissement, on vous chasse. C'est-à-dire que vous êtes des occupants voyous. Mais imaginez, monsieur, mesdames, quand vous déguerpissez un matin de votre village natal, ok, vous allez où? Je suis né quelque part où mon père est né, mon grand-père est né, ma grand-mère est née. Pour ceux qui sont à Douala et à Yaoundé, je me retourne là, je vois l'Andouris Mbala, que je suis allé sortir de cellule un matin. Parce qu'un grand de la République avait obtenu par un mécanisme que personne ne sait, un titre foncier sur ses terres. Que par ailleurs, lui, son père, il y a très longtemps, avait d'ailleurs essayé de sécuriser en obtenant des documents administratifs attestant de sa propriété. Mais quelqu'un d'autre est là au ministère, par des tours de passe-passe que lui seul connaît. Il a obtenu un titre dessus, est venu, pour peu que l'Andouris Mbala s'est interposé en disant, mais écoutez monsieur, j'ai un titre de propriété. On lui a dit, toi c'est qui? On a envoyé des policiers, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Ça m'a tellement amusé que j'ai dû aller le sortir de là, et en payant même des cautions, je crois, au niveau de la justice. Lui, sur cette terre, nous disons que le pays doit se développer. Personne n'est contre cela. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens de développer le pays, de le développer. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens d'investir, d'investir. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont les moyens de construire, de construire.
Mais justement, parce qu'ils ont les moyens de construire, parce qu'ils ont les moyens de bâtir, il faut qu'ils achètent. Il faut qu'ils achètent. Parce qu'en achetant donc auprès de ceux qui ont, ils auront vendu et seront riches du produit de la vente. Vous aurez donc compris que moi je ne parle pas de ceux qui ont eux-mêmes vendu leur terre et qui n'en ont plus et qui se plaignent. Mais je sais une chose. Dans les zones urbaines, périurbaines, beaucoup de gens se sont retrouvés en train de brader, peut-être pas involontairement, mais indirectement leurs terres. Parce que les terres urbaines et périurbaines font l'objet d'une pression incroyable. Et quand vous n'avez pas de titre de propriété, évidemment, les gens, eux, ils vont au niveau, justement, du ministère et de l'administration, au motif que ces terres appartiennent au domaine national, obtiennent soit des titres, soit des concessions. Du coup, beaucoup de gens se sont dit, si on ne fait rien, on va perdre nos terres. Mais en même temps, on n'a pas les moyens de les immatriculer, parce que la procédure d'immatriculation au Cameroun n'est faite que pour les millionnaires et les milliardaires. Il est donc né un nouveau métier au Cameroun qu'on appelle les gens qui aident là à immatriculer. Ils ont un nom, je ne sais plus lequel. C'est-à-dire, il y a encore de métiers nouveaux au Cameroun, des gens qui viennent vous voir et vous disent, je t'aide à immatriculer tes terres, les démarcheurs, j'en sais rien. Mais ils t'aident à immatriculer tes terres et tu te partages donc. C'est-à-dire, lui, il va investir cet argent, l'argent qu'il faut au niveau des administrations, il sait comment marcher dans les couloirs. Lui, il va mettre cet argent et il te dit, ok, si tu as 10 hectares, tu me donnes la moitié et moi, je vais t'aider à immatriculer. Oui, sauf qu'au bout, tu vas te retrouver avec une moitié, en tout cas, une partie de ta parcelle immatriculée, mais une partie parce que l'autre partie est amputée dans la transaction. Et moi, je dis donc, on ne peut pas continuer comme ça. La solution que nous préconisons est qu'au Cameroun, qu'on reconnaisse la propriété coutumière et que tous ceux qui ont une propriété coutumière reçoivent gratuitement un titre de propriété. Maintenant, l'État leur ayant octroyé ce titre de propriété peut donc, en ce moment-là, leur dire, ok, moi je veux que cette terre dont vous êtes propriétaire soit exploitée. Mais figurez-vous que quelqu'un qui a un titre de propriété, il peut déjà aller lui-même à la banque et placer son titre de propriété en hypothèque. Les banques prennent les titres fonciers. En fait, prenez. Parce qu'aujourd'hui où les titres fonciers sont faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, les banques commencent à hésiter à accepter les titres fonciers. Mais dans un environnement où l'acte public a encore du sens, l'acte administratif a encore du sens, mais les banques prennent les titres fonciers lorsqu'ils sont authentiques. Ça veut dire que si j'ai un titre de propriété sur mes terres, ben, je peux aller m'endetter auprès de la banque en hypothéquant ce titre foncier. Je prête de l'argent à la banque, j'investis sur cette terre. Le produit de l'investissement me permet de récupérer mon titre foncier puisque j'aurai remboursé l'argent à la banque. Et je sors de pauvreté. C'est d'ailleurs ce que nous appelons dans notre livre l'État propriétariste. L'État propriétariste qui encourage les gens à être propriétaires. Dites-moi, certains d'entre vous ont certainement essayé d'immatriculer des terres. Pourquoi la procédure d'immatriculation des terres commence par une commission qui est mise en place par le préfet, commission qui contient en son sein les chefs traditionnels? Pourquoi, à votre avis, les chefs traditionnels sont-ils dans ces commissions? Ben, ils sont dans cette commission pour attester de la situation coutumière, traditionnelle des terres qu'on doit immatriculer. Ils sont là pour dire, oui, moi en tant que chef de village, j'atteste que cette personne qui veut immatriculer cette terre ici est bel et bien de ce village, est bel et bien le propriétaire coutumier de cette terre. Sauf que les procédures et les procédures et les procédures et les montants d'argent que beaucoup ne peuvent pas avoir les mettent hors jeu. On ne peut pas continuer comme ça. Je me battrai autant que je pourrai. J'essaierai autant que je pourrai de convaincre mes collègues députés
Parce que ce que je dis là n'a rien à voir avec la politique. Il n'y a pas que le PCRN qui est concerné. C'est tout citoyen qui est concerné. Où qu'il se trouve. Tous nous sommes menacés. Si on nous enlève nos terres, qu'est-ce qui nous restera? Rien. Je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que ce serait bref. Je vais m'arrêter là. Pour dire aux compatriotes qui m'ont appelé à la rescousse, notamment ceux de Douala, j'arrive puisque de toute façon, ce week-end-ci, je dois être à STV. Ça, c'est soit dit en passant, hein. Même si j'avais pas eu d'émission, que je serais toujours venu, mais ça coïncide. Puisque je viens ce week-end, on est en pleine session en même temps. Je viens ce week-end pour une émission au sujet du fédéralisme communautaire qui a lieu dimanche. Et je crois d'ailleurs que le lendemain matin, je vais enchaîner avec Radio Audace. Et le lendemain au soir, je devrais être à LTM. Je crois toujours à Douala. Donc, je serai à Douala et je vais essayer de faire de mon mieux. Essayer de me rapprocher des autorités administratives. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, généralement le préfet qui vient vers vous, lui, on l'utilise comme le paravent sous le fondement de la loi du 14 juillet 1980. Mais souvent, il ne vient pas casser pour le ministère de l'administration territoriale. Lui, il est juste chargé de réprimer les atteintes à la propriété domaniale qui, sur ce coup, elle est de nature publique. D'ailleurs, il peut le faire aussi quand même la propriété domaniale est de nature privée. Et sachant d'ailleurs que quand c'est privé, le propriétaire légitime a droit de préemption sur tout ce qui se trouve sur le lopin de terre. Mais sur ce coup-ci, je crois que c'est l'État qui est derrière tout ça. Et je crois qu'il faut peut-être continuer aussi à sensibiliser l'État pour qu'il soit plus humain. Pour qu'il soit plus humain. Une fois que je l'ai dit, c'est à ce propos que nous devrions échanger. L'ouvrage, le fédéralisme communautaire, il y en a un là, tout près, que voilà, il est là. Ouais. Je présume que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Il est en anglais d'un côté et en français de l'autre. Quelqu'un me disait aujourd'hui que ce n'est pas habituel au Cameroun, mais écoutez, le monde évolue. Donc, c'est pour les lecteurs francophones et anglophones. Et d'ailleurs, la question que je viens d'aborder sur le temps qui vient de s'écouler est en partie abordée là-dedans. Donc, il ne me reste plus, chers compatriotes, qu'à vous remercier pour ce moment d'échange. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire et vous pouvez compter sur moi. Je suis allé, j'ai dit que je partais, mais je suis allé, je me souviens, c'est autour de Ngaoundéré. Et là, je m'étais d'ailleurs rendu compte qu'un artiste bien connu, qui s'appelle Nana Ardo, était concerné. C'est sa famille qui était spoliée. Et je découvrais que Nana Ardo avait disparu à un certain moment parce qu'il avait été emprisonné, parce qu'il s'opposait à la spoliation des terres de sa famille. C'est partout. L'affaire de la vallée d'Untem, vous vous en souvenez? Est-ce que l'État veut que nous prenions des machettes et que ça se règle à la machette? Je ne pense pas qu'on soit obligé d'arriver là. Mais moi, je ne laisserai pas mes terres partir. Pour rien au monde. Que me resterait-il? Que me resterait-il? Et moi, je dis, ne laissez pas vos terres partir. Ne laissez en aucun cas vos terres partir. Où que vous vous trouviez, si je peux arriver là-bas, je me tiendrai à côté de vous. Au moins l'humilité, l'humilité, oui, je m'en revendique. Mais l'immunité, que le mandat que j'ai reçu du peuple, pour la durée que ça dure, je le mettrai là comme bouclier pour vous. Et mon souhait est que beaucoup d'autres compatriotes le fassent aussi. Notamment à l'Assemblée et au Sénat. Parce que nous sommes quand même 180, bon, un peu moins parce qu'il y a eu des décès. Et 100 aussi un peu moins au Sénat parce qu'il y a eu des décès. Mais nous sommes quand même plus de 200 à avoir dans ce pays une immunité qui nous permet, que nous pouvons utiliser comme bouclier pour protéger nos compatriotes qui sont menacés, qui sont spoliés, qui sont mis en danger par des lois iniques, surannées, obsolètes, qui ne demandent qu'à être réécrites. Je sais, vous allez me dire, tu es à l'Assemblée, il faut le faire là-bas, nous ne sommes que 5. On ne peut pas le faire.
Donc je compte sur mes compatriotes, mes collègues députés, qui sont majoritaires, ceux du parti au pouvoir, pour qu'au moins sur cette question, nous puissions nous accorder. Parce que lorsque ça frappe dans l'arrière-pays ou en ville ou à Yaoundé, ça ne distingue pas les partis politiques. Ça ne distingue pas les familles. Et la loi, c'est la loi. Même comme elle est mauvaise, elle s'applique. Nous devons nous mobiliser pour qu'elle change. Mais pour que ce changement arrive, il faut que l'impulsion vienne aussi des Camerounais eux-mêmes, de ceux qui en souffrent. Parce qu'en ne nous laissant pas faire, ben, ceux qui décident comprendront qu'il faut que ça change. Mais si nous nous laissons faire, si nous reculons, ben, ils vont le faire. Ils ne trouveront pas nécessaire de faire changer les choses. Une fois que je l'ai dit, j'espère qu'on s'est compris. Merci à vous encore de m'avoir écouté ce soir.